Alors, bonjour tout le monde. Bon rendez-vous virtuel, le dernier de la longue liste de rendez-vous virtuels qu'on a eu avec vous à 15 heures pour toute la période de la pandémie. On sait qu'on continue, mais il y a une belle reprise qui se fait présentement. On déconfine tranquillement en faisant très attention toujours tout le monde parce que on veut que ça se maintienne ainsi. Et aujourd'hui, en fait, on a eu envie de parler justement de la relance, de parler de faire un état des lieux sur les mesures, parce qu'il y a eu beaucoup de mesures qui ont été annoncées beaucoup d'entreprises en ont bénéficié. Beaucoup d'entreprises aussi se questionnent sur maintenant quelles sont les prochaines étapes, comment je m'y retrouve. Donc, il y a des inquiétudes à ce sujet-là. Et qui de mieux pour nous en parler que ceux qui, à mon sens, à moi et au sens de bien des gens d'ailleurs de la communauté des affaires de la vallée du Richelieu et je pense aussi, Marcel, Aubin, dans ton territoire aussi, on a trouvé que BJC, Blain Joyal Charbonneau, avait été vraiment près des entrepreneurs justement pour nous aider en fournissant toujours de l'aide très à jour, très concrète. Et on s'est dit qu'aujourd'hui, dernière rencontre virtuelle, on voulait recevoir ces experts-là pour faire le point sur les mesures et parler, dresser un portrait de ce qui nous attend, de ce qui s'en vient. Donc, Marcel Aubin, directeur général de la Chambre de commerce Mont-Saint-Bruno, dernière activité virtuelle co-organisée avec vous. Je suis très heureuse de t'avoir avec moi pour discuter aujourd'hui. Comment ça va? Merci Julie, ça va très bien. Et je veux juste reconnaître le fait que dans toute crise, il y a des choses qui émergent, puis une des choses qui est émergée, c'est une plus grande collaboration entre nos deux organisations. Et j'en suis ravi parce que ça, je sens qu'on sert encore mieux la communauté d'affaires en alliant nos forces. Alors, je veux te reconnaître d'avoir été une bonne joueuse pendant cette crise-là, puis je porte l'intention que ça continue. Puis pour que ça continue, ben effectivement, je pense qu'on peut s'appuyer sur des experts de la fiscalité, de la comptabilité, de la relance, de tout ce qui est là. Et on reçoit aujourd'hui Yves Joyal de Blain de BGC et Guillaume Potier, qui est aussi fiscaliste, qui vont nous décliner les différentes, où on en est. Alors, messieurs, je ne vais pas plus loin, puis je vous laisse la parole. On aura des questions ensuite. Vous pouvez déjà nous envoyer des questions, ceux qui sont en ligne. Non, donc, bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir de clore ces séances d'information avec vous, chers membres des chambres de commerce de la vallée du Richelieu et de Saint-Bruno. On a décidé, nous, les associés, au tout début de la pandémie, là, je me rappelle bien, notre première séance, c'était le 12 mars dernier, qu'il fallait faire quelque chose pour rassurer nos clients, rassurer tout le monde dans cette situation-là. Donc, on a dépêché l'équipe de nos fiscalistes là, à dire soyez à l'affût de tous les programmes possibles que le gouvernement va mettre en place. On ne s'entendait pas à ce moment-là qu'il y en aurait autant et autant changeants. Donc, Guillaume Potier, fiscaliste senior ici au bureau, qui a travaillé beaucoup d'heures à maintenir notre fichier, notre tableau sommaire de toutes les mesures. Je pense que vous pouvez le retracer facilement sur notre site web là, dans les communiqués. Je pense que vous avez aussi accès lors de l'invitation. Donc, à partir de là, nous, on va pouvoir vous entraîner un peu à ces éléments-là. Dans un premier temps, je vais juste faire un petit rappel sommaire des mesures financières d'aide que les différents gouvernements, via les banques, les institutions financières ont faites. Par la suite, Guillaume va faire une petite mise à jour aussi au niveau des mesures phares, entre autres la subvention salariale de 75 %. Et par la suite, on pourra répondre à vos questions plus pointues ou plus précises en tant que tel. Donc, c'est ceux qui sont live en même temps que nous. Donc, vous pouvez vous inspirer de notre tableau mise à jour. C'est une mise à jour qui a été faite hier, le 17 juin, avec les dernières mesures. Je veux vous rappeler là-dedans, c'est super important pour toutes les PME que, pour moi, la nerf de la guerre, c'est le cash flow. Assurez-vous de ne pas manquer d'argent, de liquidité, ça veut des liquidités en soi. Donc, toutes ces mesures gouvernementales-là sont super importantes à aller chercher.
Donc, il y a des mesures que vous n'avez pas eu le temps de faire encore, pas de problème. Il y a des délais. Souvent, plusieurs, c'est jusqu'au 31 août, il y en a jusqu'au 30 septembre. Donc, c'est le temps encore cet été. Peut-être vos opérations vont être plus sous contrôle là, avec le déconfinement. Mais prenez le temps, parlez avec les gens qui peuvent vous aider à aller chercher ces montants-là. Tout montant d'argent que vous allez avoir, c'est des liquidités additionnelles qui vont vous permettre de passer au travers des temps plus difficiles. Donc, autant plus que quand on recommence avec le déconfinement, ben, il y a des frais additionnels qui peuvent se rajouter. Donc, si les liquidités sont là, ben, c'est plus facile à faire face. Donc, je vous dirais que sur notre site, qui est quand même bien détaillé, il y a beaucoup d'organismes vous avez pu avoir fait, soit par BDC, EDC, Investissement Québec, qui ont tous des programmes pour la COVID en soi, pour aider les entreprises à passer au travers, soit des congés de capital. Donc, c'est important effectivement d'aller chercher ces montants-là. Peut-être l'élément le plus, un des éléments marqués en soi, j'ai deux éléments. Un premier élément, c'est que si jamais un des programmes BDC ou autres que j'ai nommé, vous n'êtes pas admissible, on est chanceux, nous, dans la région, on a le CAE qui est, dans le fond, un des agents qui peuvent effectivement passer des montants d'argent jusqu'à un montant de 40 000 si vous avez effectivement, non, vous n'êtes pas qualifié auprès des autres programmes en soi. Donc, je pense que ça vaut la peine. C'est dans notre région, donc c'est le fun. Là, on va mettre ça dans les commentaires, le lien là, pour le CRE. Le lien, c'est Ouais. excellent. On va mettre le lien, effectivement. Donc, je pense que ça vaut la peine pour des entreprises là, qui n'ont pas pu se qualifier au programme actuel. Quand je parle au programme, c'est des programmes vraiment financiers. Ça exclut toute la PCU, la subvention salariale, ça ne compte pas dans les programmes là, en soi. Donc, ça m'amène à vous parler de la dernière mise à jour plus précise au niveau du prêt. En fond, c'est une aide d'urgence en soi, le prêt de 40 000 avec une subvention possible de 10 000 là, si on rembourse avant le 31 décembre 2022. Naturellement, ce programme-là a changé énormément pendant tout le processus. Donc, la dernière version qu'on avait, c'est qu'il fallait avoir une masse salariale de 20 000 et moins de 1,5 million. Donc, le gouvernement a écouté quand même certains entrepreneurs, certaines entreprises opérantes qui, eux autres, étaient payés, exemple, à dividendes. Donc, respectaient pas le critère de 20 000 de salaire. Donc, c'est effectivement, dans certains cas, injuste là, en soi. Le gouvernement a compris cette situation-là et a fait un correctif là, en soi. Par contre, il faut bien comprendre que la mesure, c'est un prêt d'urgence pour les entreprises qui ont été affectées par la COVID-19. Donc, si vous avez une entreprise qui n'a aucun effet de la COVID-19 sur votre entreprise, c'est pas admissible. Donc là, c'est important de se qualifier dans un premier temps pour que la COVID ait un lien qui ça vous a affecté dans vos liquidités pour vous permettre après ça d'aller chercher ce fameux 40 000 de prêt, jusqu'à 40 000 de prêt en fonction de ce que vous allez avoir démontré. Une nouveauté, puis sur notre site, on met le lien du gouvernement en soi. Sur notre site, là, vous allez voir le lien. Puis, bon, c'est sûr que les prêts, c'est tout un prêt d'urgence pour payer les frais d'exploitation. Loyer, salaire normal, régulier qu'on faisait, les assurances, les impôts fonciers, les taxes, tout ça. Fait qu'il faut comprendre que le gouvernement, dans cette nouvelle phase-là, les entreprises qui vont faire la demande maintenant, vont devoir donner et fournir des pièces justificatives sur les montants d'argent qu'ils vont dépenser. Donc, il est beaucoup plus précis, beaucoup plus pointu. C'est les nouvelles demandes avec les nouvelles, la façon que le gouvernement va s'assurer que les entreprises ont vraiment besoin à ce niveau-là. Guillaume, je te laisse la parole pour les mesures fiscales d'aide. Merci Yves. Ben, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Ça me fait plaisir d'être de retour oui. pour une deuxième fois. Oui. Dans le fond, c'est le fun là, l'été s'en vient, les beaux jours s'en viennent, selon moi. C'est le fun de pouvoir parler des programmes qui sont déjà en place puis que la majorité des entrepreneurs connaissent déjà. Mais je trouvais que c'était la place, dans le fond, de reparler sommairement, dans le fond, des programmes qui sont disponibles. Puis essentiellement, tu sais, le plus important, le programme, à part la PCU, là, qui est vraiment pour ceux qui
qui ont été mis à pied, qui s'en vont chercher, dans le fond, l'assurance-emploi qui a été converti en PCU. Le programme le plus important pour nos entrepreneurs, c'est vraiment la subvention salariale d'urgence, la SSUC, qu'on entend parler. Cette subvention salariale-là est vraiment bien faite parce que permet aux entrepreneurs qui sont affectés par la crise, puis quand on parle d'affectés par la crise, ils l'ont quantifié, là. Donc, au mois de mars, on parle d'une baisse de revenus de 15 par rapport à l'année passée, ou on peut aussi comparer avec la moyenne de janvier puis de février 2020. Cette subvention-là, dans le fond, c'est ça, elle se calcule en fonction de la baisse de revenus. En mars, c'est 15 le barème à atteindre comme baisse. Puis après ça, pour les mois subséquents, on parle de 30 de baisse. Une fois qu'une entreprise s'est qualifiée à ce programme-là, sur la base des baisses de revenus, il y a quelques exceptions au niveau des entreprises, là, mais globalement, la majorité des entreprises là, se qualifient à ce programme-là. Donc, une fois qu'ils sont qualifiés, il faut regarder si les employés en tant que tels se qualifient au programme, les employés qui sont rémunérés par l'entreprise. Puis, dans le fond, le premier critère qu'il faut regarder, c'est si l'employé, dans la période de demande, a été rémunéré plus que 14 jours consécutifs au niveau d'une période. Dans le fond, c'est drôle parce que la loi est écrite à l'inverse, puis là, c'est ce qui rend la chose mélangeante, là, mais la loi, dans le fond, a dit faut que l'employé ne soit pas rémunéré moins de 14 jours consécutifs. Il ne faut pas qu'il ait été sans rémunération pendant 14 jours consécutifs dans la période de demande. Puis, ce que ça fait de façon positive, là, ça veut dire qu'il faut que l'employé soit là au moins 2 semaines et demie dans la période de demande. Puis, une fois que l'employé se qualifie à la demande, bien, tous les salaires qui sont versés à l'employé pour cette période-là, on peut aller chercher jusqu'à 75 de son salaire. Puis là, il y a un maximum. Là, le maximum, c'est 847 $ par semaine. Ça, c'est vraiment une subvention qui est intéressante parce que on s'entend que quand l'économie va recommencer, puis tranquillement, on sent les effets de tout ça. Là, je reçois beaucoup d'appels d'entrepreneurs qui me disent que la semaine fatidique, c'est cette semaine ou la semaine prochaine ou quelque chose comme ça. Là. Fait que là, on est en train de planifier là, pour savoir est-ce que c'est le temps là, de les réengager, j'ai-tu le droit à la subvention, ça, puis toute cette stratégie-là. Puis, on se rend compte, là, pour ceux qui ont la question, là, je suis sûr qu'il y en a certains qui se demandent là, c'est quand le bon moment. Mais si vous engagez vos employés le 22 juin, là, donc le lundi prochain, vos employés ne sont pas admissibles à la période. Donc, c'est quelque chose qui est souvent manqué dans le concept, mais l'idée, là, c'est que la période de juin, là, elle se termine le 4 juillet. Puis, dans la période de 4 semaines, il faut que vos employés soient là plus que 14 jours dans la période pour que vous puissiez avoir droit à la subvention. Donc, ça fait en sorte qu'il y a une planification à faire. Là. Il faut regarder, est-ce que je devrais peut-être engager mes employés quelques jours avant le 22 ou est-ce que je devrais attendre à la prochaine demande de subvention? Fait que c'est toute cette stratégie-là que présentement, on est en train de travailler avec les entrepreneurs puisque il est possible, le gouvernement accepte de faire des paies rétroactives. Donc, on peut aller par planification s'organiser pour se qualifier à la subvention. Puis, on s'entend que 2 semaines de subvention versus 0, ça fait toute une différence sur une masse salariale. Puis, des fois, j'ai des entreprises qui ont des 40, 50, 60 employés. Puis, plus que ça l'augmente, plus le montant est faramineux. Oui. Ça donne des montants, les gens, ils réalisent pas, mais ça donne vraiment des très gros montants de subventions. Dans le fond, les employés se retrouvent à être payés par le gouvernement dans la plupart des cas. Là. Donc, si on peut se qualifier à cette subvention-là, là, c'est majeur. Donc, ça, c'est pas mal le cœur de la subvention, 75 %. Là, on est vraiment dans la période où là, on est rendu dans la période 3. Là. La période 3, c'est fini le 6 juin. Donc, on est rendu finalement à la période 4. Le gouvernement a annoncé que cette subvention-là allait être pour une période de 6 mois. Donc, ça devrait se finir le 29 août. Puis, les entrepreneurs ont jusqu'au 30 septembre pour présenter leurs demandes. Là, présentement, je suis encore en train de faire des demandes pour le mois de mars. Fait que c'est normal là, si les gens se disent coudonc, je ne l'ai pas demandé encore. Là. C'est normal, là, il y a eu les congédiements, le retour au travail, tout ça. Mais en date d'aujourd'hui, on est déjà capable de faire 3 demandes, 3 périodes de demande.
Donc, j'ai une question. Excuse-moi, oui. Guillaume, je ne veux pas te ben non, il n'y a pas de problème. Ça, mais tu parles, puis là, ça me vient en tête en même temps, mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a un mécanisme, admettons que les affaires ont repris, fait que là, je vais cesser de la réclamer, mais comble de malheur, dans X nombre de semaines, ça recommence à descendre. Oui, c'est ça. On peut-tu revenir? Ben, en fait, il y a deux choses. La première, c'est que quand on se qualifie pour une période, le gouvernement nous qualifie automatiquement pour la période suivante. Donc, si on prend la première période, on est au mois de mars, on calcule nos revenus. Si on se qualifie, on va se qualifier pour la période de mars, on va se qualifier pour la période d'avril, peu importe qu'est-ce qui se passe avec nos revenus en avril. Fait que si on pourrait avoir une hausse de 100% des revenus en avril, mais si je me suis qualifié en mars, je suis correct. Fait que ça, c'est le principe de la subvention. Surtout que je me qualifie un mois, je suis qualifié automatiquement pour la période suivante. Donc, pour ta question, tu pourrais dire, ben moi, je le sais, là, mes revenus d'avril, ils vont pas bien. Fait que je le sais que le mois de mai, je suis automatiquement qualifié. Par contre, si j'ai 2 mois de suite où ce que je me qualifie plus, là, il va falloir que j'ai une autre baisse de 30% pour me qualifier. Il y a une chose, par contre, qu'il faut dire, c'est que le gouvernement sont conscients du problème. Parce que Justin Trudeau, dans le fond, dans une conférence de presse, il a annoncé que il fallait revoir les critères de la subvention parce que c'est un peu contre-économique de dire aux entreprises, arrangez-vous pour arriver à 30% de baisse, là, puis je vais vous donner un cadeau fiscal. Mais c'est contre-économique d'avoir une mesure qui est comme ça. Donc là, ils sont en train de regarder pour voir si la période 5 et la période 6, on garde les mêmes critères. Ça a déjà été confirmé que la période 4, là, celle qu'on est dedans présentement, on utilisait encore la baisse de 30%, puis il n'y avait rien qui était changé. Par contre, c'est clair que les périodes de juillet puis de août, il est possible qu'on joue avec le 30%. Mais là, j'ai pas les conditions encore, je sais pas. On se croise les doigts à savoir si j'étais qualifié, dans le fond, à 2 périodes, est-ce que je suis automatiquement qualifié pour les autres? Je sais pas qu'est-ce qui pourrait être pensé au niveau du gouvernement, mais je sais qu'ils travaillent là-dessus présentement. Puis, ils ont fait des consultations publiques. Justement, il y a un communiqué qui est sorti peut-être la semaine dernière à ce niveau-là, comme quoi que les consultations n'avaient rien donné pour la période 4, mais qu'ils travaillaient là-dessus encore pour la période 5 et 6. Donc, ça va être à suivre dans le futur, là, mais présentement, on garde encore les mêmes concepts pour l'appliquer dans le futur. La plupart des gens, je vous dirais, ils se qualifient jusqu'à minimum le mois de mai, parce que toutes les entreprises, en général, étaient fermées. Mais sinon, là, le mois de juin, là, c'est les questions que je reçois présentement. Là, là, je ne sais pas si je vais me qualifier pour le mois de juin. Mais la plupart du temps, c'est pas grave. Je me suis qualifié au mois de mai, je vais avoir le mois de juin. Mais après ça, ça se peut que ça l'arrête. Oui. Guillaume, je voudrais faire du pouce un petit peu sur la question de Julie. Est-ce qu'on pourrait s'imaginer qu'il y aurait une période 7, période 8, mais avec une subvention moindre? À savoir, mettons, 50% pour la période 7, puis 25% pour la période 8, pour justement tenir compte de la reprise des affaires, parce que le COVID aura eu de l'impact sur toutes les entreprises. OK, on redécolle, on va vous en être de moins en moins. Ça pourrait être une possibilité selon ce que vous entendez au travers les murs? C'est une très bonne question. Honnêtement, présentement, ce qu'on entend, c'est qu'ils ont augmenté le délai de la PCU. Donc, la PCU qui était prévue pour 4 périodes de 4 semaines, donc qui était prévue pour 16 semaines au total. Maintenant, on est rendu sur une période de 24 semaines. Mais ça nous amène aussi à la fin du mois d'août. Là. Donc, présentement, ce que je comprends, c'est que le gouvernement, ses programmes, ils devraient tous se terminer vers la fin du mois d'août. Mais on comprend que s'il y a une deuxième vague, l'assurance-emploi sera encore pas capable de gérer toutes les demandes qui pourrait y avoir. Puis c'est un peu pour ça qu'ils ont mis les 2 programmes. La PCU, là, c'est parce que c'est rapide, il y a beaucoup moins de critères à respecter. L'assurance-emploi, il y a beaucoup de critères à respecter, donc ça prenait des agents pour traiter les demandes. Donc là, ils nous ont mis quelque chose de simple, de rapide. On va sur le portail, on fait notre demande, on a notre argent rapidement. Puis la subvention salariale, c'est un peu le même principe. C'est une façon de donner de l'argent rapidement aux employés. Puis en plus, on peut garder le lien d'emploi avec nos employés. Donc, c'est un gros plus à ce niveau-là. Donc, quand l'économie ou quand il y a une relance, ben, nos employés sont déjà sur le payroll, sont déjà avec nous, sont déjà au courant de ce qui s'en vient. On peut déjà les rappeler. Puis, normalement. Ils sont mobilisés, tu perds pas ton. C'est ça, la relance se fait bien. C'est sûr que
on ne se cachera pas, là, il y a beaucoup de problèmes avec la PCU présentement, parce que la PCU, c'est pas l'assurance chômage, donc les gens sont pas vraiment tenus de retourner travailler si l'employeur dit « ben on recommence ». Puis il y a des gens que, tu sais, malheureusement, heureusement pour ces gens-là, la PCU pourrait donner plus d'argent que le salaire qu'il y avait ces gens-là avant la crise. Donc, c'est particulier comme situation, se faire donner un cadeau sans travailler, puis c'est plus payant que ce que j'avais comme emploi. Là. Fait que, mais ça, c'est un défi qu'on devrait plus vivre dans les prochains mois, parce que le gouvernement prévoit changer les règles de la PCU, mais quand est-ce que ça va être fait, ça, je ne le sais pas encore. Là, je lève ma main parce qu'il y a des questions des gens. Oui. Peut-être un petit exemple, Julie, juste un exemple pratique de la subvention. Après ça, on pourra aller avec les questions par la suite. On pourra prendre Benoît Duchesne puis Gatienne Desrochers. Oui, vas-y. Juste un exemple pratique là, en soi qu'on parlait justement de la subvention salariale. J'ai un client qu'on a parlé de ça déjà fin de la semaine passée, qu'eux autres, dans leur secteur d'activité, ne sont pas qualifiés à la subvention salariale ni en mars ni en avril. Fait que on pense tout le temps que si les gens vont avoir un manque là, mais eux autres, compte tenu de leur situation, eux autres, c'est en mai qu'ils se sont qualifiés. Fait que c'est important qu'eux autres ils vont faire la subvention, la demande là, puis après ça, ils disent ça devrait repartir au mois de juin. On ne devrait pas se qualifier en juin. On dit non, même si tu ne baisses pas de 30% en juin, comme Guillaume l'a bien mentionné, ils vont avoir la subvention quand même. Parce que quand je parlais de cash flow tantôt pour l'entreprise, c'est essentiel. Il faut vraiment faire ce genre de demande-là. Eux autres, c'est peut-être de l'ordre, c'est 50-60 employés. On parle peut-être pour les 2 mois environ entre 50 000 par mois ou à peu près de subvention. Wow. Que vous voyez comment c'est important de, même si c'est pas avril, c'est mai, si on se qualifie pas puis on va se qualifier juste en juin, juillet, les programmes sont là. Il faut donc toujours les reviser, s'assurer de bénéficier de ce que les PME ont droit. Puis d'ailleurs, vous allez continuer à maintenir, tu sais, je sais, Guillaume, tu es là-dessus, là, mur à mur depuis 3 mois, mais vous allez continuer à le mettre à jour, votre tableau? Oui, tout à fait. À tous les semaines. Là, on a 2 questions. Marcel, tu veux-tu en poser une? Je pose l'autre? Ben oui, vas-y avec Benoît. Moi, j'irai avec Gatienne ensuite. Parfait. Alors, Benoît Duchesne, de District 1 Laser Tag, a posé une question. Des employés à temps partiel qui ne travaillent que 3 jours par semaine ne seront donc jamais qualifiables pour la SSUC? En fait, ces employés-là, ils vont se qualifier parce que le concept est vraiment sur le 14 jours consécutifs sans rémunération. Donc, quelqu'un qui est à temps partiel, il répond pas aux 14 jours consécutifs sans rémunération. Fait que cette personne-là, elle devrait avoir le droit de recevoir la subvention pour la période. Là, bon, c'est sûr, il faut que l'entreprise se qualifie aux critères qu'on a parlé depuis le début, là, mais disons que l'entreprise se qualifie. Cette personne-là, si elle est là depuis le début de la période jusqu'à la fin, même si elle est là 3 jours semaine, il ne devrait pas avoir de problème en tant que tel à qualifier ce salaire-là. Puis là, la subvention va jouer avec le salaire que la personne avait avant la crise. Si la personne elle travaillait 5 jours semaine avant la crise, normalement, le 3 jours semaine, c'est à peu près 60% du salaire de la personne. Donc, si la personne a un salaire en bas de 60 000 ou 58 000, quelque chose, le salaire au complet de l'employé à 3 jours semaine va être subventionné. Donc, on va avoir une subvention complète. On ne devrait même pas avoir à débourser d'argent pour cette personne-là. Et la seule chose qu'il va falloir payer, c'est les vacances, les DAS, bien sûr, puis tout ce qui est les avantages sociaux, exemple, les médicaments, le groupe d'assurance collectif, des choses comme ça. Tu avais quelque chose, hein, Marcel? Tu avais une question par rapport à ça, il me semble, que quand on a parlé en préparation. En fait, on parlait moi, je parlais surtout des vacances. C'est à ça que tu fais référence? Oui. Oui. En fait, effectivement, là, on parlait de beaux jours tantôt qui arrivent. Avec beaux jours, on parle aussi de vacances. Comment on va gérer ça? L'employé qui est en vacances pour 2 semaines en juillet, l'entreprise est qualifiée. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on peut aller chercher le 75% sur les vacances? Ou? Bon, présentement, je dirais que la réponse est non. Les vacances, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que le gouvernement écrit la loi de la façon suivante. Là, ce que ça dit principalement, c'est qu'il faut que le salaire soit gagné pendant la période. Les vacances ne sont pas gagnées pendant la période, sont gagnées précédemment. Ça cause un problème parce que dans plusieurs situations, moi, je donne des conseils à des clients pour leur dire
faites des payes rétroactives à des employés. Fait que c'est une paye principalement que l'employé n'aura pas travaillé du tout. Puis, moi, ça permet aux entrepreneurs, c'est que ça les qualifie pour leur subvention, ces employés-là. Donc, on répond au test du 14 jours sans rémunération. On n'a plus de problème avec ce test-là. Puis, on va chercher la subvention pour 1 ou 2 semaines dans la période pour l'employé. Et en plus, quand je fais une paie rétroactive à un employé qui n'a pas travaillé, bien, je suis capable d'aller chercher les DAS. Les DAS que l'employeur va avoir payé. Je suis capable, en plus, d'augmenter ma subvention. Fait que ça me coûte rien, finalement, de faire cette paie rétroactive-là. Là, ce qui est drôle, c'est que je suis capable de faire une paie rétroactive à un employé sans qu'il ait travaillé, puis je me qualifie à la subvention, mais je vais payer des vacances à l'employé pour qu'il reste chez lui, puis je me qualifie pas. Fait que moi, je m'attends à ce qu'il y ait peut-être des précisions, mais il y a vraiment eu des confirmations au niveau de l'Agence du revenu du Canada pour dire que les vacances n'étaient pas gagnées pendant la période. Puis ça, c'est un peu le même principe avec les commissions. Là. Il y a des gens qui gagnent des commissions. Si c'est des commissions qui étaient gagnées avant la crise puis qui sont payées présentement, bien, ces commissions-là ne devraient pas se qualifier non plus à la subvention salariale. Il faut vraiment que ça soit gagné pendant la période de crise. Donc, c'est toutes des petites technicalités, mais... Alors, est-ce que ça incite pas certains entrepreneurs à dire, ben parfait, je te mets à pied pendant 14 jours pendant la période, puis ta paye de vacances, je te la donnerai plus tard? Bien, c'est sûr que ça ne serait pas une mise à pied parce qu'il faut que l'employé reste sur le payroll, puis il faudrait au minimum qu'il reçoive le montant maximum de la subvention. Là. Puis s'il reçoit son argent, bien là, l'entrepreneur, ce qui arrive, c'est qu'il est obligé de payer les vacances à un autre moment donné. Fait que là, il paye rester chez lui ou chez elle. Puis là, après ça, au mois de septembre, il va avoir besoin de cette personne-là, puis là, il va être obligé de m'emmener de payer ses vacances. Donc, c'est comme un peu bizarre comme situation. Tu déplaces ben oui. Oui, on déplace le problème, exactement. Alors, espérons qu'ils réajusteront potentiellement ça parce que juillet, août, septembre, en fait, juillet, août, le cas, c'est vraiment, ça va être un problème pour plusieurs entreprises. Les vacances, oui, exactement. Tout à fait. Il y avait une question aussi de Gassienne Desrochers de la clinique de physiothérapie Nicole B. Desrochers. Je rejoins un petit peu ce que tu disais, Yves, tantôt. Eux ont de la misère à ramener des employés qui sont déjà sur la PCU. C'est quoi les règles de ce qu'un employé peut gagner tout en étant sur la PCU dans sa période? Est-ce que c'est une piste de réponse? C'est une bonne question parce que les employés qui gagnent la PCU présentement, là, c'est eux qui ont un petit peu le gros bout du bâton parce que s'ils n'ont pas des gros salaires, ils ne vont pas vouloir travailler pour le même salaire que la PCU. Tant que les règles ne sont pas changées, on va avoir ce problème-là. Par contre, dans la loi, ce qu'on retrouve, c'est un genre de 1000 $ qu'on peut gagner pendant la période de PCU. Puis ce 1000 $-là, si on ne le dépasse pas en revenu d'emploi, normalement, on devrait être capable encore de se qualifier. Fait que là, y a-t-il une façon de s'entendre avec les employés pour leur dire, venez travailler quelques heures. Quand tu vas arriver à 980 $ pendant le mois, tu t'arrêteras de travailler puis tu iras chercher, tu vas te qualifier à la PCU. Moi, je trouve que c'est un petit peu agressif comme position, puis je trouve que c'est un petit peu abusé de la situation, parce que là, l'entreprise va aller chercher la subvention. Si elle fait ça, là, on s'entend qu'elle va payer son employé à temps partiel pendant les 4 semaines. Donc, la question de Benoît est retrouvée en faisant comme ça. Puis, on va combiner avec, de l'autre côté, la PCU, mais les programmes n'étaient pas conçus pour aller chercher des deux côtés. Là, on s'entend. Là, on pige dans les deux paniers. C'est ça, soit qu'en principe, du 14 jours, hein, c'était pour faire en sorte que les gens, c'est soit sur la PCU ou soit engagé par ton employeur, payé par ton employeur, puis que l'employeur reçoive la subvention. Tu n'es pas supposé cumuler les deux programmes là, en tant que tel. C'est ça, mais présentement, tant que les règles ne sont pas changées, c'est une des façons de le voir. C'est sûr que le critère de base de la PCU, c'est d'avoir perdu son emploi en raison de la COVID. Là, quelqu'un qui travaille à temps partiel, pour moi, il n'a pas tant perdu son emploi. Donc, est-ce que ça pourrait être interprété par le gouvernement en disant, écoute, tu as retrouvé ton emploi, tu n'es pas admissible à la PCU. La PCU, c'est un programme présentement qui est extrêmement facile à obtenir. Il n'y a pas de vérification. Les gens, ils ont juste à peser sur un bouton sur Internet, puis ils reçoivent 2000 $ dans les 4-5 jours ouvrables. C'est fantastique. Il y a beaucoup de gens aussi qui ne comprennent pas que cette PCU-là est imposable.
Donc, ils vont recevoir 500 $ dans leur compte de banque par semaine, mais c'est pas 500 $ du tout qui devrait leur rester dans leur poche, c'est 500 $ moins les impôts. Quand on fait des paies rétroactives, nous, les entrepreneurs, retiennent l'impôt à la source. Donc, les gens ils disent, moi, je ne veux pas ta paie rétroactive, je reçois moins d'argent que la PCU, mais c'est en partie vrai parce que au net, tu reçois moins d'argent dans tes poches, mais tu as déjà payé ton impôt d'avance. Donc, il y a une section que les gens aussi ont de la misère à saisir, que la PCU est imposable. Puis, ça fait en sorte qu'on a beaucoup de discussions entre l'employeur et l'employé parce que c'est pas tout le monde qui comprend très bien les concepts. Puis là, ça fait en sorte des fois que l'employeur, lui, il veut bien faire, il veut réengager ses employés, il veut leur donner plus. Puis souvent, la subvention salariale donne plus d'argent. Fait que non, c'est ça, c'est un beau défi. Oui, c'est une mesure un peu, effectivement, pervers. Hein? On n'encourage pas les gens au retour au travail quand que tu donnes quelque chose de gratuit à quelqu'un. J'espère que les gens vont quand même revenir au boulot, au travail. J'espère même, je pense que plusieurs chambres de commerce et fédérations des chambres de commerce qui ont fait des représentations auprès du gouvernement pour effectivement, parce que là, les entreprises manquent de travailleurs. Là. Oui. Il y a des gens qui disent, à ce temps-ci de l'année, j'avais des jeunes qui venaient travailler. Après ça, actuellement, les jeunes disent, pas besoin de travailler, j'ai 300 pièces à rester à la maison par la prestation pour les étudiants. Vous voyez que c'est un peu pervers, ces mesures-là qui ont été faites. Malheureusement, on comprend l'urgence de la situation, qu'il n'y a pas le choix, comme Guillaume l'a bien mentionné tantôt. Par contre, j'ai hâte de voir parce que la PCU a été annoncée, comme Guillaume l'a mentionné, avec 8 semaines additionnelles. Par contre, il y a certains partis politiques qui veulent intégrer justement des mesures un peu plus contraignantes en soi pour pas que quelqu'un qui était affecté par la pandémie, qui se retrouve sans travail, puis que maintenant, il refuse de revenir au travail. Fait que ça, c'est vraiment dommageable pour nos entrepreneurs, là, les membres de nos membres. Fait que, il y a beaucoup de pression, effectivement, qu'il y ait des meilleurs contrôles ou un incitatif que les gens prennent la PCU. C'est une aide d'urgence pour faire en sorte que les gens n'ont pas d'autre alternative. Mais si ton employeur t'offre, reviens travailler pour moi, puis tu t'es mieux rester à la maison, ça va à l'encontre même du principe du programme. Ben oui, tout à fait. C'est pas des vacances payées, là, avec les belles journées qu'on passe, là. Exact. En tout cas, ouais. En deuxième question. Oui. Il y a été question aussi à un moment donné du côté provincial de bonifier ceux qui allaient travailler justement pour essayer de contrer ça. Est-ce que vous avez des nouvelles de où ça en est rendu? Bien là, présentement, ce programme-là, de mémoire, il est terminé, mais c'était vraiment pour aider les personnes qui étaient dans les services essentiels. Puis, les personnes qui étaient dans les services essentiels qui gagnaient moins qu'un certain seuil de revenus pouvaient aller chercher jusqu'à 100 $ par semaine de plus. Donc, ça, c'était vraiment un beau programme qui s'appelle la PIRT, le programme incitatif pour les rétentions des travailleurs essentiels. Ce programme-là, dans le fond, était disponible rétroactivement au 15 mars 2020. Puis, c'était vraiment pour les personnes qui gagnaient moins que 28 600 $ avant les calculs de prestations puis tout ça, là. C'était un programme qui était disponible pour 16 semaines. Donc, on comprend que là, je pense qu'il arrive à la fin là, du programme en tant que tel. Puis, c'était disponible seulement si on ne recevait pas la PCU puis d'autres types de programmes comme le travail partagé, ces choses-là. Donc, c'est sûr que ça, c'était intéressant, mais c'était vraiment pour viser les personnes qui travaillent dans les hôpitaux puis qui ont des plus petits salaires. Ça n'englobait pas tous les secteurs d'activité en tant que tel. Mais est-ce que c'est un programme qui devrait être poursuivi dans le futur pour la relance économique? Moi, je trouvais que c'était un beau programme qui aidait beaucoup, surtout les caissiers, dans les épiceries, ces choses-là. Ça a été des secteurs qui étaient visés par ce programme-là. Les demandes, dans le fond, il était possible de demander nos demandes sur le site de Revenu Québec à partir de comme le 15 ou quelque chose comme ça du mois de mai. Donc, mais là, est-ce que ça devrait être un autre programme que le gouvernement pense pour inciter le retour au travail? Je pense que oui. Là. Ça serait c'est un programme, contrairement à la PCU et la subvention salaire, c'est un programme provincial du Québec. Fait que, on va suivre ça au jour le jour si jamais le gouvernement décide
parce que dans le fond, quand on parle de 16 semaines, il y avait matché le programme avec la durée aussi de la PCU en tant que telle. Fait que si la PCU est prolongée, est-ce que le gouvernement provincial va prolonger? Ça reste à voir. OK. Exact. J'ai une question aussi. Il était question au départ du 10 65 et tout ça. On en est où là, par rapport à ça? C'est une bonne question. Là. Je vais essayer de faire un petit résumé pour que tout le monde nous suive. Là. La première subvention que le gouvernement a annoncée, c'est une subvention de 10 qui était disponible pour les entrepreneurs, pour les employeurs. La subvention de 10 c'était simple. Je versais une paye après le 18 mars. Je regardais le salaire brut versé aux employés, puis je faisais fois 10 puis j'avais ma subvention. Puis la subvention, comment je faisais pour la collecter? C'est que je réduisais mes paiements à l'ARC. Donc, quand on fait nos remises à la source, on doit faire une remise qui consiste, dans le fond, à l'assurance-emploi, les cotisations employés-employeurs, puis aussi les impôts, surtout des employés. OK? Les impôts qui sont prélevés à la source. Le montant que j'envoyais à l'ARC au nom des employés, puis au nom de l'entreprise, bien là, je pouvais réduire ce montant-là, puis venir comme me payer ma subvention de 10 Ça, c'est la première subvention qui a été annoncée. Mais là, ils ont sorti après la subvention de 75 Puis là, ben, tu sais, les gens se sont mis à focusser plus sur celle de 75 parce qu'elle était beaucoup plus avantageuse. Puis il y a beaucoup de monde qui comprenait qu'il y avait les deux subventions encore. Puis effectivement, les deux subventions ne sont pas disparues, les deux sont disponibles. Donc là, l'agence, dans les premières semaines, sont allées dire aux gens, vous n'avez pas le choix. Si vous qualifiez au 10 vous n'avez pas le choix d'aller faire la réduction des DAS du 10 Puis quand vous faites votre demande de 75 vous venez réduire le montant de 75 du montant que vous avez pris dans vos DAS. Ça, c'était le fonctionnement suggéré initial du gouvernement. C'était compliqué la vie à tout le monde parce que la subvention de 10 c'est sur une base de salaire versé. Donc, il faut regarder les payes après le 18 mars. Puis la subvention de 75 c'est sur une subvention sur la période de salaire. Donc, il faut regarder les payes qui sont des salaires de telle date à telle date. Là, je peux demander la subvention pour ces salaires-là, même si c'est payé quelques semaines plus tard. Il n'y a pas de problème. Le moment du paiement, il n'y avait pas d'impact sur la subvention. Fait que là, on a une subvention que c'est sur base versée, une c'est sur base période. Donc là, c'est comme bizarre. Là. Ça fait comme le pratico-pratique, c'était l'enfer. C'était l'enfer. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que là, le gouvernement a réalisé ça, puis on dit, ben si vous qualifiez à tous les périodes du 75 ben vous êtes capable de prendre un taux de 0 pour la subvention de 10 Fait que là, ça vous aide parce que quand vous faites la demande de 75 vous venez réduire de 0. Fait que vous demandez votre montant, vous allez recevoir un chèque, puis il n'y a pas de problème. Là où c'est problématique présentement, c'est les entreprises qui ne se qualifient pas à toutes les périodes. C'est ça. Parce que là, le meilleur exemple, c'est les entreprises ça allait super bien leurs affaires au mois de mars. Le mois de mars, la crise est arrivée comme en réalité le 20 mars. C'était pas mal là que ça a touché tout le monde. Il y en a qui ne se qualifient pas à la baisse de 15 à cause de ça. Donc là, le mois de mars, vous avez droit à la subvention de 10 Mais si vous utilisez un taux de 0, ben vous venez de vous enlever la subvention de 10 pour la première période. Fait que là, c'est là qu'il faut absolument faire le calcul de la subvention de 10 pour chacune des périodes jusqu'à temps qu'on atteigne les maximums. Là, je vous rappelle, les maximums, c'est 25 000 pour l'employeur au global ou 1 375 par employé. Fait qu'il faut calculer, si on a plus que 19 employés, là, on devrait arriver à 25 000 mais si on en a moins, il faut faire le nombre d'employés fois 1 375. Fait que là, on retient ça sur nos retenues à la source. Il y a beaucoup de services de paye qui maintenant sont enfin arrivés en ville. Là. Desjardins, entre autres. Exactement, je l'ai dit, Desjardins, c'est la semaine dernière qu'ils ont enfin débloqué le système. Je sais que Netris, eux, sont arrivés plus vite. Mais encore là, quand c'est arrivé, la demande de subvention, il y en a que ça a pris 3, 4, 5 semaines avant d'être mis en place. Ce qui est beau, c'est que le gouvernement fédéral, ils n'ont pas besoin que vous ayez réduit vos DAS dans la bonne période. Là. Si vous ne l'avez pas fait dans le passé, c'est possible de le faire dans les prochaines périodes, jusqu'à temps qu'on arrive à la fin de l'année. Puis quelqu'un qui dit, moi, là, c'est trop compliqué, ça ne me tente pas de le faire, mais quand cette personne-là va faire son sommaire de T4 à la fin de l'année, va devoir inscrire
les salaires versés entre telle date et telle date, fois le 10 selon les maximums, puis il pourra faire une demande de remboursement dans sa dernière déclaration à la fin de l'année. Ça peut être une façon plus facile de le faire pour quelqu'un qui ne veut pas gérer ça dans le courant de ses activités. Alors que pour le 75 faut avoir réglé tout avant le 30 septembre, si ma mémoire est fidèle. Exact. La subvention de 75 c'est un programme avec un nouveau portail web. Donc, la subvention de 10 elle s'applique vraiment comme elle va fonctionner avec le compte de salaire de l'employeur. Donc, c'est vraiment sur une base civile. Fait que quand on va faire les sommaires à la fin de l'année, on va pouvoir tout réajuster nos flûtes en conséquence de la subvention. Puis là, c'est là que le gouvernement nous a dit on peut prendre le taux de 0 si ça nous arrange, ou on peut prendre le taux de 10 si dans certaines situations, je ne me qualifiais pas à la subvention de 75 bien évidemment, je vais aller chercher la 10 au minimum. Fait que ça, c'est sûr que ça complique la vie parce que la première journée que je dois me prendre la subvention de 10 je dois suivre le processus jusqu'à la fin. Je dois faire mon calcul théorique si je ne suis pas capable de ramasser les montants de la subvention. Puis après ça, quand je fais ma demande de subvention de 75 il faut que je regarde la date de ma paie était payée dans quelle période. Puis quand c'est payé dans une des périodes que je me suis qualifié, il faut que je vienne réduire le montant de ma subvention de 75 du montant que j'ai réduit mes payes, de mes DAS. Mm-hmm. Ça complexifie. Pratico-pratique, c'est pas la joie là, présentement. Là. On se casse la tête pas mal. Et en plus, quand tu rajoutes à ça, puis on ne parlera pas de ça nécessairement, mais quand tu as quelqu'un qui a déjà une subvention d'Emploi Québec, de Service Québec, sur son salaire à 50 là, comment on s'en sort de tout ça? Rajoute ça avec la PCU en même temps, puis là, il va perdre la PCU ou je fais une paye rétroactive, puis là, la personne perd la PCU, qu'est-ce qui se passe? Ces personnes-là, il faut qu'ils se doivent de rembourser la PCU. Fait que là, comment on fait pour rembourser la PCU? Ça, c'est un enjeu que À qui j'envoie le chèque? Exact. Oui. Mais ça, sur Google, si vous faites rembourser la PCU, je vous le dis, le gouvernement, ils ont créé une belle page web pour vous l'expliquer. C'est bien expliqué, mais quand même, tu sais, c'est le questionnement que je reçois quasiment le plus là, quand on fait nos planifications. Julie, tu as soulevé un point. On parle des différentes subventions. Coordonner le tout avec le PACME. Bon, c'est maximum 25 de l'heure. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un petit peu de documentation là-dessus? Parce que là, les formations sont commencées. Puis moi, ce que j'entends autour, c'est comment on va faire ça? J'en reçois un 10 là, un 75 là, mais il y en a un bout que j'ai ramené quelqu'un à l'emploi pour faire des formations. Comment on va gérer ça? Présentement, c'est très difficile à répondre à cette question-là parce que le PACME, en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est vraiment le centre local qui s'occupe du programme. Donc, eux autres, de leur côté, ils sont en train de faire les calculs du projet. Puis, en faisant le calcul du projet de votre demande, ils vont regarder les autres aides qui vous ont été disponibles, puis ils devraient ajuster en fonction des autres aides. Donc, c'est vraiment eux, de leur côté, quand vous allez faire votre budget, parce qu'il faut présenter un projet, là. On ne peut pas arriver là et dire peut-être que je vais faire une formation, peut-être que je vais faire ça. Non, il faut vraiment que ça soit concret, il faut qu'on soit bien organisé, puis que, dans le fond, notre demande, pour qu'elle soit acceptée, il faut qu'on ait tout préparé nos documents d'avance. Puis, quand on a fait ça, après ça, il faut synchroniser ça, effectivement, avec la subvention de 75 des employés pour que, dans le fond, eux, ils vont nous donner le 25 manquant, là, s'il y a un coût pour l'employeur. Mais c'est vraiment avec eux qu'il faut aller regarder pour qu'est-ce qui se passe là, dans ces situations-là. Pour faire une précision, peut-être juste un petit exemple, effectivement, hein, si on a un employé qui reçoit par la subvention du 75 mettons que son montant à lui, c'est 10 $ de l'heure ou 15 $ de l'heure. Fait que puis l'employé, on le paye, mettons, 25 $ de l'heure en soi, parce que 25 $ de l'heure, c'est le programme PACME, comme Marcel le mentionnait. On peut aller jusqu'à une subvention du Québec jusqu'à 25 $ de l'heure. Ouais. Si on a reçu 15 $ de subvention de la part de la SSUC, le montant que je paye de l'employé, c'est 25 $. Mettons un exemple, je le paierai à 25 $, moins mon 15 $ de subvention, je le paye 10 $. Quand
quelque part comprendre que je ne recevrai pas 25$ de la part du PACME en soi pour cet employé-là. Si on parle de différentiel, ben, le gouvernement va nous donner notre 10$ en soi, puis le coût de mon emploi, il ne me coûtera rien. Si on prend un employé qui gagne, je ne sais pas moi, 100 000 par année, puis que lui, c'est déjà sur la subvention, il est limité à 50, sur une barre de 58 000. Après ça, son taux horaire, techniquement, c'est 50$ à l'heure. Fait qu'on va calculer combien son 50$ à l'heure normal, je le paye, moins le montant de subvention, comment que le niveau du Québec peut aller chercher, compenser un certain montant. C'est effectivement beaucoup de suivi. Puis comme Guillaume l'a mentionné, techniquement parlant, avec les centres locaux d'emploi qui gèrent le programme, devrait, quand on soumet tel employé va suivre la formation, c'est quoi son taux horaire normal, moins de subventions qu'il peut avoir, puis c'est après que le reste, ils vont faire leur calcul en conséquence. Wow. C'est sûr que pour tout ça, dans le fond, ce qui est conseillé fortement, puis là, je ne veux pas faire une plug pour vous, mais c'est de se faire aider par des spécialistes en la matière. Je pense qu'on ne s'en sortira pas. Ça va être un montant bien investi. Il y a une autre question de Gatien. Le temps file, alors peut-être qu'on terminerait avec cette question-là, à moins que vous ayez des précisions à apporter. Oui? Ouais, moi, je vais en avoir une autre après. Après? OK. OK. Donc, Agassiane demande, elle dit, existe-t-il des subventions pour ceux qui ont dû acheter du matériel pour permettre le télétravail et s'adapter à la réalité du COVID, demandant la distanciation, les plexiglas, etc.? Ben, c'est une bonne question. Moi, je dirais que la réponse, c'est le compte d'urgence. Le compte d'urgence que Yves a parlé tantôt, c'est vraiment le seul programme présentement qui donne une subvention, qui n'est pas seulement du prêt. Par rapport à ça, je sais que la question qui circulait le plus, c'était les avantages imposables. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a beaucoup d'employés qui ont dû travailler à la maison, puis les employeurs voulaient encourager ça, donc ils ont payé certaines dépenses pour l'employé à la maison. Puis on sait que quand on paye des dépenses qui sont personnelles à l'employé, donc ça pourrait être, je sais pas, une table, un meuble, du mobilier, des choses comme ça pourrait être considéré comme étant personnel à l'employé. Parce que ça doit être des biens qui vont se retrouver dans sa maison. Ben ça, le gouvernement a annoncé qu'il y avait un 500$ qui allait pas être imposable pour l'employé. Mais sinon, les règles normales d'avantages imposables pourraient s'appliquer. Fait que c'était une des questions qui est revenue le plus souvent dans le début de la crise, vu que tous les employés se retrouvaient à la maison. Puis l'autre chose, c'est que les employés qui ont maintenant des dépenses à la maison, eux, normalement, ils ne pourraient pas déduire ça dans leurs impôts personnels parce que ce n'est pas un lieu d'affaires où on rencontre des clients, des trucs comme ça. Mais là, présentement, le gouvernement a accepté que ça va devenir le lieu d'affaires normal de la personne. Donc, il faut vraiment qu'elle travaille toujours à la maison. Puis pour cette période-là, elle va pouvoir demander à son employeur de remplir les formulaires de dépenses d'emploi. Puis, en ayant ces formulaires-là, la personne va pouvoir attester qu'elle a travaillé de la maison, puis qu'il y avait des dépenses personnelles qu'elle a dû assumer là, pour cette période-là là, de pandémie. OK. Merci. Marcel? Qui dit relance, on a beaucoup entendu le discours de réinventer les entreprises. On a beaucoup incité les gens à faire ça, mais quand on se réinvente, des fois, ça prend du nouveau personnel qui n'était pas à l'embauche de l'organisation avant la crise. Est-ce qu'il y a des mesures ou est-ce que ces gens-là sont admissibles à SSCU? On engage n'importe quelle spécialité, puis on paye cette personne-là 1 000$ par semaine. Est-ce qu'il y a une subvention? On crée un poste. On crée un nouveau poste. Merci. Bonne question. Ça, c'est une excellente question. Je l'ai reçue souvent. Puis il faut revenir à la base de c'est quoi les critères, parce que si la personne ne répond pas aux 14 jours consécutifs là, sans rémunération dans la période, ça pourrait être un problème. Mais les nouveaux employés en tant que tels, eux, ils n'ont pas d'historique. Puis c'est important de le préciser là, parce que la subvention est calculée de deux façons. Elle est calculée à 75% fois le montant que vous allez payer à cette personne-là, seulement si la personne n'a pas de lien de dépendance avec l'employeur. Fait que quelqu'un qui est de la famille, tout ça, lui, il y a des règles différentes pour cette personne-là. Donc, un nouvel employé, dans ton exemple, ça pourrait être cette façon-là de calcul. Donc, on prendrait le 1 000$ par semaine, puis on ferait fois 75%, ça nous donnerait une subvention de 750. Ça serait grosso modo la situation. Mais un nouvel employé va toujours avoir un coût pour l'employeur. Il va toujours avoir un 25% assumé. Là. On ne peut pas dire je vais le payer aux 3/4, là, puis je vais avoir 100% de subvention. On ne pourra pas avoir ça. Par contre, un employé qui était existant avant la crise, qu'on avait sur nos relevés d'emploi, bien, cette personne-là, si on la réembauche,
on va aller se baser sur ce qu'elle avait comme salaire avant la crise. Puis ça, c'est calculé entre le 1er janvier, toutes les payes qui sont payées entre le 1er janvier et le 15 mars 2020. On fait une moyenne avec tout ça. Puis la moyenne fois 75 %. Puis là, bien évidemment, il y a encore la limite de 847 qui s'applique, là, mais on va prendre le montant que ça donne. Puis ça, c'est le maximum de subvention qu'on peut avoir pour la personne. Donc, si on veut verser un salaire plus bas à l'employé, on peut aller s'accoter sur ce montant-là. Puis ça va nous maximiser la subvention. On va avoir aucun coût là, pour l'employeur, à part ce que j'ai dit tantôt, là, les vacances, ces choses-là, les DAS. Toutefois, d'une façon pragmatique, hein, comprendre que c'est un employé, on est dans des confinements, l'employé revient au boulot, travaille à temps plein. On ne paiera pas 75 % de son salaire, hein, on va le payer son plein salaire naturellement. Mais pour un employé qui est à la maison, qu'on engage ou qui travaille quelques heures par semaine, on va garder le lien d'emploi, c'est dans ce cas-là qu'on essaie de maximiser au niveau du montant que Guillaume parlait pour la subvention à 847 $ par semaine. Oui, c'est un bon point. D'ailleurs, vous aviez fait, excuse-moi d'ailleurs, vous aviez fait, je ne sais pas, je n'ai pas vu si vous l'aviez encore, mais vous aviez fait un tableau d'ailleurs qui nous aidait à figurer cette histoire-là, le 75 % et exact. tout ça. Exact, mais il faut être quand même conscient que quelqu'un qui travaille à 100 % de son temps, 40 heures, oui. Il va payer à 100 %. Ouais. 75 %, l'employé ne sera pas tellement content. Je n'ai pas pensé, mais on aurait peut-être pu faire ça avec toi, Guillaume, payer à 75 %. Mais incluant le temps supplémentaire, Yves, par contre. Oui, naturellement. J'en prends note. Mais... écoutez, c'est tout le temps qui nous reste. On a couvert plein de sujets. Je pense qu'on aurait pu continuer encore. On a passé pratiquement 1 heure à échanger là-dessus. Je vous remercie infiniment pour votre temps. Je suis persuadée que ça a répondu à plein de questions ou que ça va répondre à plein de questions. Parce que, comme je vous disais d'entrée de jeu, avant qu'on entre en onde, les gens vont l'écouter aussi ce soir, cette nuit, quand ils vont chercher quoi faire, par insomnie, je ne sais pas trop. Bon, bref, tout ça pour vous dire un gros merci. Yves, je tiens aussi à saluer toujours ta pertinence, ton esprit vif, ton intelligence et ta générosité, parce que tu termines à titre d'administrateur sur le CA de la Chambre de commerce et d'industrie Vallée-du-Richelieu. Fait que je te remercie. Tous ces beaux conseils-là que tu nous as donnés aujourd'hui, ben, c'est le genre de conseils que tu nous as fournis tout au long où tu as siégé auprès de nous. Fait que d'un point de vue personnel, je tiens à te remercier devant tout le monde pour ça. C'est bien, c'était un plaisir de travailler avec toi, Julie. Merci beaucoup. Et Guillaume, avec Yves-François Blanchet, l'autre fois, quand on s'était entretenu avec lui, tes propos et tout ce que tu nous as apporté comme éclairage a vraiment enrichi la discussion. Alors, je te remercie toi aussi. Merci pour le beau tableau que vous mettez à jour. Et Marcel, tiens, Benoît Duchesne, il dit merci. Marcel, je tiens aussi à saluer, moi je termine en te disant merci. Ça a été un plaisir de faire ces co-animations avec toi, d'échanger puis de faire des activités ensemble, en virtuel et en présentiel aussi. Alors, on va continuer assurément, c'est une formule gagnante. Je vous laisse le mot de la fin à quelqu'un. Ben, ça va nous faire plaisir si les gens ont des questions de leur répondre. On n'a même pas parlé du programme de location, là, les business maintenant qui sont des locataires touchés, auraient droit à des réductions de loyer. On n'a pas parlé de ça. C'est plusieurs autres programmes qu'on n'a pas eu le temps de discuter, mais on est là pour les aider, puis ça nous fait vraiment plaisir d'être présents dans des moments qui sont peut-être un peu plus difficiles. Puis merci Julie pour tout ce que tu as fait pour nous, c'est super apprécié. Donc, consultez notre site web, toute l'information est là, c'est disponible à tout le monde. Fait que pour tout le monde, toutes les PME du Québec n'en profitent de toutes ces mesures-là. Oui. Merci, messieurs, pour votre générosité. Merci, Julie, d'avoir joué avec nous pendant toute cette période-là. Tu es généreuse, toi aussi. Alors, merci d'accueillir et de bien servir les membres et les non-membres. Oui. Merci. Merci. Au revoir tout le monde. Bye-bye. Au revoir tout le monde.